Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, vous le savez. L'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, le sujet, c'est celui-là qui se trouve sur toutes les lèvres. Il s'agit de cette marche grandeur nature du FNDC après les manifestations du 14 octobre, émaillées bien sûr de dégâts matériels importants, mais aussi de cas de mort. Cette marche de tous les défis qui a eu lieu finalement hier 22 octobre sur l'autoroute Fidel Castro, mais aussi à l'intérieur du pays. Évidemment, que retenir de cette marche-là, avec bien sûr la présence de beaucoup de leaders d'opinion et pas des moindres, notamment M. Sidya Touré, président de l'UFR, qui justement est notre invité et qui nous reçoit chez lui aujourd'hui. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici. Merci, merci. Merci surtout de la disponibilité. Je rappelle qu'avec lui, on va parler également de processus électoral parce que vous le savez, il y a juste 24 heures ou 48 heures en arrière, l'opposition politique a récusé le président de la CENI en qui ils décident de retirer leur confiance pour des raisons que vous connaissez sans doute contenues dans un document, une déclaration qu'ils ont sortie. Est-ce des véritables raisons? Est-ce que légalement elles peuvent bien entendu demander le changement de Salif Kébé à la tête de la CENI? Ces questions seront posées à M. Sidya Touré, mais nous parlerons aussi d'actualité, je veux dire de questions économiques, pourquoi pas, pour parler de la situation actuelle de notre pays. Mais avant, parlons d'abord de manifestations. Et la première question, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de la journée du lundi 14 octobre, ces manifestations qui se sont clôturées avec des cas de mort, plusieurs morts, on compte 9 à 10 morts et beaucoup de dégâts matériels. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée et tout ce qui a suivi comme commentaire, notamment les commentaires du chef de l'État, Alpha Condé lui-même? Écoutez, je vous remercie d'abord de cette opportunité que vous m'offrez. Je crois que on peut retenir une chose, c'est que on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé le 14 si on ne rapproche pas cela de ce qui s'est passé hier le 24. Tout à fait, nous parlerons de... C'est ça, mais en attendant, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Guinéens sont capables de manifester. S'ils ne sont pas provoqués, il ne se passe strictement rien. Le 14, c'était une volonté délibérée de l'État de terroriser les gens, de tuer des gens, pour faire passer une idée qui ne passe pas en Guinée. Donc c'était une volonté délibérée. La marche d'hier a prouvé que quand on laisse les Guinéens libres d'exprimer leur opinion, ils peuvent mettre 1 million de personnes dans la rue et il n'y a pas un œuf qui est cassé à la fin de la manifestation. Justement, nous parlerons de ça tout à l'heure. Les manifestations du 14 déjà trouvaient que l'interdiction qui a toujours été qualifiée d'illégale du Bourama Condé était en vigueur. Et donc il y en a eu un peu partout sur le territoire. Il y a eu justement des cas de mort. Et je rappelle que le président Alpha Condé s'est exprimé dans le journal Le Monde, où il a dit que c'est les opposants qui se tirent dessus, ou qui tuent en tout cas entre eux. Alors qu'est-ce que vous dites de cela? Franchement, je dis, c'est tout simplement déplorable. Je dirais même pire que ça. J'ai vu cette intervention à Koba, où le Alpha Condé, en parlant des morts, rigoler en même temps. Donc on a un peu de décence par rapport à un certain nombre de choses. Ce sont des concitoyens qui sont morts, même si c'est la police qui les a tués. Dire que les gens se sont tirés dessus, bon, on n'est pas au Far West ici. J'ai pas d'explication. Je veux dire, c'est quelque chose d'abominable. Ce sont des décès, ce sont des morts, ce sont des corps d'enfants. Au nombre de 10. Voilà, moi je suis allé présenter les condoléances avec les Ousmane Kabaselou et tout ça. La première concession où nous sommes rentrés, c'est un gamin de 16 ans qui a été tué dans sa cour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est son frère qui l'a tiré dessus. Il faut arrêter ce genre de choses. Je pense qu'il y a des limites à l'abomination. C'est déjà abominable qu'on puisse avoir tué 10 personnes en 2 jours ici et qu'on compte aujourd'hui près de 114, 115 morts depuis l'arrivée de ce régime. N'oubliez pas que ça fait pratiquement plus de 2 tiers des morts qu'on a eu le 28 septembre. Bientôt tout ça vaudra la peine d'être porté plus loin, notamment au TPI, parce que c'est tout simplement pas admissible. Donc j'estime que ce n'est pas une manière de gérer cela. J'ai regardé
le journal, j'ai lu cet article dans le journal Le Monde, ben, c'est la même chose. C'est une négation de la réalité. Mais comment vous concevez que le chef de l'État insiste toujours, comme vous l'avez dit, d'abord avant Boffa, il a fait une sortie à l'occasion de l'inauguration de cette maison dédiée aux femmes. Il a dit la même chose, à Boffa la même chose. Dans le journal Le Monde, il insiste toujours. J'ai eu une réunion avec les états-majors de l'armée, j'ai dit de caserner l'armée, donc c'est eux qui envoient les gens tirer sur les gens. Il insiste avec ça. Alpha vit dans les années 70, il vit là-bas, réellement. Il ne sait pas que nous sommes en 2019, qu'il y a Internet, qu'il y a les réseaux sociaux, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous avez dit quelque chose. Avant, dans le système communiste dont il est vraiment l'émanation, la vérité appartenait à l'État. Il est encore dans cette façon de percevoir les choses. Donc on peut dire quelque chose, même quand ce n'est pas vrai, ça va être retenu parce qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité de vérifier. Tout ça aujourd'hui est vérifiable. Comme je le disais, tout se passe en mondovision. Le nombre de personnes qui avaient des appareils, comment on dit ça, de téléphones qui pouvaient photographier, des drones qui circulaient, vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. Donc c'est assez malheureux comme réplique. On ne peut que considérer ça comme la volonté de quelqu'un qui ne vit pas notre époque, mais qui a des velléités, telles que j'ai entendu aujourd'hui concernant les avocats. Je crois que c'est De Gaulle qui disait en 1965 ou 1966, on l'accusait de vouloir d'imposer une dictature en France. Il dit, mais comment voulez-vous que j'ai combattu le nazisme? Et c'est vers 70 ans que je vais me fabriquer une carrière de dictateur. Nous, on a quelqu'un qui veut se fabriquer une carrière de dictateur à plus de 80 ans. Donc on a un réel problème. Bien. Donc il faut retenir que de cette journée du 14 octobre, c'est parce qu'il y avait une volonté de réprimer qu'il y a eu des morts. Total. Sinon, il n'y a aucune espèce de raison. Les gens étaient chez eux, les policiers les ont agressés, les gens ont manifesté, c'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin de les agresser, il y a des grenades lacrymogènes pour ça. Les Algériens manifestent depuis 9 mois. Ils sont quoi, 3 à 4 fois plus nombreux que nous. Avec des militaires évidemment au pouvoir. Ouais, les militaires au pouvoir, vous avez entendu qu'il y a eu mort. Bien. Donc en réalité, il y a une volonté de le créer, sinon il n'y a pas de raison. Et passé cette journée du lundi noir, vous avez décidé de programmer la marche d'hier sur l'autoroute. Évidemment, le gouvernement ou sinon les collectivités ont décidé cette fois-ci de l'autoriser, puisque d'une façon ou d'une autre, Brema Koné avait dit que ce n'était pas suspendu. Et maintenant, on l'a autorisé, on a vu cette déferlante de monde qu'il y a eu hier, et c'était en même temps, je veux dire, une marche test pour vous, pour le FNDC, puisque les femmes ont marché la veille, on a minimisé un peu leur capacité de mobilisation. Vous, c'était pratiquement un test en termes d'abord de capacité de mobilisation. Est-ce que de ce point de vue-là, vous pouvez dire que vous avez atteint l'objectif, même s'il y a une certaine contradiction entre les statistiques venant du gouvernement qui parle de 30 000 personnes, et vous parlez d'1,5 million. Encore une fois, on est dans le passé. Vous aviez les images, donc vous pouvez vous faire une idée, si c'est 30 000 ou si c'est 1 million. Bon. Moi, je sais que la majorité des gens de Conakry hier étaient dans la rue. Mais je voudrais revenir en arrière pour dire que manifester en Guinée, ça ne peut pas être interdit. Parce que c'est un droit constitutionnel. Pourtant, Brema Koné l'avait fait. Oui, non, mais tout simplement parce que, comme je dis, il y a une velléité de nous ramener à une époque qui est passée. On veut imposer des choses en Guinée qui tendent à imposer pratiquement le parti unique, ou en tout cas la pensée unique. Donc on n'en est pas là. Les femmes sont sorties dans un cadre totalement différent. Ce sont des mères, ce sont des épouses. Elles sont sorties pour manifester le fait qu'on tuait leurs enfants. Ça, ce n'est pas le nombre, c'est le principe qu'elle les fait. Ce n'était pas ça la question. Hier, par contre, les Guinéens sont sortis pour signifier leur ras-le-bol par rapport à cette idée qui circule et qui est là, qu'on essaie d'entretenir, que Alpha doit pouvoir faire un troisième. Mais pourquoi faire? Hier, avant-hier, j'écoutais Maman, je ne sais pas si vous écoutez cette émission sur RFI, et dit voilà, le président fondateur veut moderniser la Constitution. Il dit les populations, elles veulent moderniser les écoles, moderniser les routes, moderniser les hôpitaux, moderniser, c'est le problème. Et le président fondateur, lui, veut moderniser la Constitution. C'est très gentil de moderniser. Mais en attendant, depuis 9 ans, les gens attendent de moderniser leur école, leurs hôpitaux, leurs routes, ainsi de suite. Alors je crois que le problème, il est là, il y a une dichotomie totale. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui n'arrive pas à nous moderniser ce qui
porte sur concret, notre condition de vie. Ce sont les conditions de vie. C'est les raisons pour lesquelles tu arrives au pouvoir. C'est ce programme que tu présentes pour dire que je suis candidat. Si vous n'arrivez pas à réaliser ça, tu ne t'inventes pas une initiative de modernisation de la Constitution pour dire que c'est ce qui doit justifier que tu restes là. Ça n'a tout simplement pas de sens. La Guinée a voté hier, elle a démontré qu'elle est contre le troisième mandat. Donc s'il y a un signal à envoyer, vous l'avez envoyé au président Alpha Condé hier à travers le monde qu'il y avait dans les rues. Et vous, personnellement, il se trouve qu'à un moment donné, vous aviez dit que vous ne reviendrez plus dans les foules, sur les capots pour manifester. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait véritablement une raison qui a pu vous faire sortir hier? Vraiment, c'est une très bonne question parce qu'il y avait une raison fondamentale. Nous nous sommes mis ensemble pour recréer les forces vives. Nous l'avions fait en 2007, en 2004 avec Alpha Condé. Nous avions protesté à l'époque contre l'idée du troisième mandat de Lansana Conté en 2001, ainsi de suite. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la vie de notre pays. Quand on voit le désastre que ça a été ces 9 années de gouvernement d'Alpha Condé, quelqu'un peut imaginer avoir un président vieillissant, peut-être malade, que nous allons traîner jusqu'à la fin. Mais c'est un coup d'État que nous avons au bout. Deuxièmement, nous avons mis ensemble les forces vives. Nous avons des jeunes gens qui ont porté cette idée à notre nom. Que ce soit Sano, le jeune Kunduno, des jeunes chanteurs comme comment il s'appelle, Eli Kamano, Bill de Sam, ou les gens du parti comme Koné, tout ça, qui sont portés volontaires pour diriger, d'avoir le comité de pilotage de cela. À cause de l'idée que nous avons de notre pays pour le futur. Je me suis dit non, ce n'est plus un problème de parti politique là. C'était pour des histoires de parti que je ne voulais pas sortir. Là, c'est une question citoyenne. Elle engage la République de Guinée en ce qu'elle va devenir, en ce qu'elle est devenue pendant ces 9 ans, et ce qu'elle risque de devenir si nous nous prenons garde et si nous... Voilà les raisons qui m'ont poussé dehors hier. Donc c'était une cause véritablement noble, l'alerte, il fallait sortir. Et toujours pour parler de cette mobilisation, on va dire, tout le monde se réjouit parce qu'effectivement, du rond-point de Matoto en passant par l'aéroport Bessia, Bambeto jusqu'au point final, il n'y a pas eu d'incident. Il faut déplorer tout de même l'accident qu'il y a eu entre des motards, mais il n'y a pas eu de crépitement de fusil, il n'y a pas eu de mort comme le 14. Et puis vous avez sorti ce qu'on appelait le guide du manifestant, donc ce qui veut dire qu'en réalité vous avez pris des mesures pour que tous les manifestants soient responsables. Et comme cela, ça pourrait continuer sans qu'il y ait des heurts, sans qu'il y ait des manifestants. Et en ce qui concerne le message, vous pensez qu'il peut être capté par le président? Vous espérez qu'il tienne compte de cette mobilisation? Non, je ne crois pas, parce que comme je l'ai dit, Alpha Condé vit dans une autre époque. Il vit dans l'époque du parti unique, il vit dans l'époque de la pensée unique. Et c'est comme ces socialo-communistes africains, ils prônent la démocratie. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils tirent l'échelle. Ils disent personne n'arrive plus ici, c'est terminé. Donc je ne crois pas, nous devons continuer cette lutte jusqu'à ce que le peuple de Guinée, à un moment donné, puisse prendre absolument les devants et dire non, nous avons droit à notre vie, nous avons droit à une vie meilleure. Nous avons droit à avoir des écoles, nous avons droit à avoir des routes que vous n'arrivez pas à nous donner. Nous ne sommes pas là pour installer un pouvoir à vie. Ce n'est pas prévu dans la Constitution, ce n'est pas dans notre avantage et ça ne peut aboutir qu'à des problèmes que les Guinéens ne géreront pas. Nous avons eu un président à vie à la Première République, abouti en coup d'État. La Deuxième République, on a eu un président à vie, ça a abouti en coup d'État. Pourquoi est-ce que nous allons nous enfoncer dans une histoire qui va nous entraîner dans la même situation? Et à cause de cela, à cause des manifestations qu'on a fait contre les militaires pour ne pas garder le pouvoir, nous avons sanctuarisé dans la Constitution l'idée que dorénavant c'est 2 mandats. Justement, toujours dans le même journal Le Monde, j'ai l'impression que le journal, l'article a paru hier, le même jour où manifestiez. Ou avant. D'accord, mais en tout cas, il dit dedans qu'il ne s'agit pas de mandat. Il s'agit d'une constitution qui est décriée par tout le monde. Est-ce que donc, en substance, quelque part, il dit que si une partie veut et une partie ne veut pas, il faut aller au référendum. Vous pensez qu'il s'entête, qu'il veut aller à ce référendum? À quel prix? Bien sûr qu'il s'entête. On revient à ce que maman dit. Moderniser la Constitution, pourquoi? Si toi tu as fini ton mandat, laisse quelqu'un d'autre moderniser la Constitution. Ce qu'on te demande, toi, c'est de nous faire le bilan de ce que tu as fait dans ce pays pendant 9 ans. Le fond du problème, il est là. Je dis, c'est une autre époque. Donc cette subtilité, c'est même pas subtil. Entre la révision, entre une nouvelle Constitution,
Le fait est que quand vous avez une nouvelle constitution sur des questions comme cela, vous remettez le compteur à zéro. Donc ce n'est que l'idée de la pérennisation de quelqu'un comme lui au pouvoir dont les résultats sont totalement, absolument inadmissibles. Alors, quelle sera la suite? Puisque hier ça a été une consécration, on peut le dire ainsi. Vous allez continuer avec quel rythme, avec quelle stratégie? Il faut qu'on s'asseye pour discuter de ça. Moi, je ne suis pas le responsable du FNDC. Notre première priorité aujourd'hui, c'est de faire sortir de prison les prisonniers politiques qu'on a mis là. Parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Vous venez kidnapper des gens chez eux, sans les convoquer à la police. Nous sommes dans quelle époque là? Sans la présence d'un avocat. D'abord, on les fait disparaître pendant 24 heures où ils sont. Certains même ont dit qu'ils ont été victimes de... Violentés, torturés. Bon, alors il faut arrêter, quoi. En parlant d'eux, justement, on les a condamnés. Sanou a 1 an de prison ferme, les autres à 6 mois de prison ferme. Je crois qu'on attend... Koné, c'est même 3 ans. D'accord, Koné de l'UFR. Voilà. Donc c'est plus grave encore. Est-ce que ça favoriserait le dialogue que Alpha Koné souhaite avec vous? Alpha n'a pas souhaité de dialogue. Vous venez de me dire ce qu'Alpha a dit dans les journaux, donc il ne souhaite pas de dialogue. Dans la journée du lundi, puisqu'ils ont sorti un communiqué et tout, comme appelant à la reprise du dialogue. Mais en même temps, lui, il fait une interview dans Le Monde disant exactement le contraire. Ça veut dire que c'est pas sincère. Il y a une cacophonie au niveau de l'État. Il faut savoir qui parle au nom de quoi. Puisque d'un côté vous dites ça, de l'autre côté, c'est comme au moment de ce fameux communiqué là. Tout à fait. Quand il y a eu un communiqué dont on ne connaît même pas l'origine, au moment où on lisait cela, on dit non, c'est le président qui tend la main. Vous avez des gens qui sortent pour dire il n'est pas question de cela. Donc attendez, il faut qu'on sache d'abord où est le pouvoir, avec qui on est censé discuter. Mais je dis, toute possibilité de parler de quoi que ce soit commence par la libération des gens qui sont prisonniers. Absolument. Et pour cela, les avocats donc, ont interjeté appel. On va voir si en deuxième instance, ils vont être libérés ou leurs peines vont être tout simplement abandonnées, ou est-ce qu'il faudra une grâce venue d'Alpha Condé? Ce n'est pas une question de droit, c'est une question politique. Il faut les libérer. Ils ont été arrêtés dans des conditions politiques. Et ils doivent être libérés dans les mêmes conditions. Si c'était un problème de droit, personne ne serait arrivé là-bas. Parce que en Guinée, ici, les procédures sont clairement définies. Il faut porter plainte, amener des gens, voilà, je ne viens pas ici vous ramasser chez vous, et puis pour aller vous stopper quelque part, ce n'est pas possible. Donc quand on le fait, c'est parce qu'on a la force politique avec soi. Donc c'est par le même canal qu'il faut libérer. Comme nous disent maintenant qu'on fait appel, oui, on fait appel pour le principe. Bien. Mais tout ça est dicté de là-haut. Toujours en parlant de manifestations, avant qu'on finisse avec la première partie, même si vous n'avez pas encore fait de réunion pour la suite de tout ça, mais on nous parle déjà d'un lundi, journée ville morte, et de mardi, journée ville morte à venir. Ça, c'est déjà validé? Non, nous allons nous retrouver au niveau du comité de pilotage et nous déciderons ce qu'il y a. Bon, les jeunes s'expriment. Bien. Voilà. Et surtout, les jeunes veulent que ça continue. C'est un peu ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Nous revenons sur tout ça tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, après quelques minutes de pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci une fois encore de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité, c'est toujours M. Sidia Touré, président de l'UFR. Vous l'avez compris, nous avons donc parlé de cette grande mobilisation d'hier sur l'autoroute Fidel Castro, mais les marches se sont passées aussi à l'intérieur du pays, Kindia, Labé, ainsi de suite. Alors, le cas Zérekouré me vient un peu en tête, c'est important qu'on en parle. Pendant qu'il y a eu cette forte mobilisation ici à Conakry, sur l'autoroute, à Labé par exemple, encore à Kindia, à la place des Martyrs, mais à Zérekouré, bizarrement, on dit qu'il n'y a pas de manifestation. Et ces lois auraient dit qu'il n'y aura pas de manifestation à Zérekouré jusqu'à nouvel ordre.
c'est quelqu'un de votre parti. Qu'est-ce qui est arrivé à Zérékoré? Écoutez, je crois qu'il y a eu des problèmes de négociation avec les sages. En général, il y a énormément de violence à Zérékoré. Vous vous souvenez de la période où, pour je ne sais quelle raison, on a eu près de 200 morts, toujours après l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Donc, tout ce qui peut revêtir un caractère c'est une zone conflictogène complètement conflictogène. Donc, j'espère qu'ils ont la capacité d'analyser cela. Cela ne veut pas dire que les militants ne sont pas là, ils sont là. C'est pourquoi nous nous battons pour avoir des élections régulières. Voilà. Et en attendant, la première fois qu'il y a eu des manifestations prévues, c'était de la part de ceux qui soutenaient le troisième mandat, et je crois que ceux-ci étaient opposés. Cette fois-ci, quand ils sont venus avec leur idée, on leur a opposé la même chose. Et comme ça donnait une impression de se tendre trop, ils ont pris cette décision qui est locale. Bon, nous n'avons pas de problème avec ça. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes un peu en contradiction avec les vôtres qui sont à Zérékoré, parce que l'autre camp, le RPG, évidemment, affichait ça comme quoi peut-être CC a été récupéré par laissez le tomber pouvoir. ça. Je crois qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. S'ils pouvaient récupérer les gens, on le saurait. Hein. Ceux qu'ils ont récupérés, on les voit. C'est en général ceux à qui on a donné des contrats de camions à Bokeh et qui gagnent de l'argent. C'est ceux-là qui sont récupérés. CC, il avait déjà des moyens de subsistance. Donc, il n'est pas mêlé à toutes ces choses-là. Donc il y avait de quoi justement ne pas manifester à Zérékoré vu le risque que cela courait. On va parler à présent d'élections, de processus électoral. Mais une fois encore, c'est très important, Monsieur le Président. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Les seules conditions qui pourraient faire qu'il y ait une quelconque retrouvailles, des quelconques retrouvailles pour dialoguer, que ce soit, enfin, le sujet de constitution, vous n'en parlez pas, mais des sujets politiques et électoralistes par exemple, il faut d'abord qu'on libère ceux qui sont en prison. Il ne faut pas confondre le FNDC et les partis politiques. Effectivement. Le FNDC a posé des principes, on a arrêté les gens dans ce cadre-là, il faut qu'ils soient libérés avant toute discussion, quoi que ce soit. Maintenant, au niveau électoral, nous avons posé des principes que vous connaissez, à savoir que nous ne sommes pas d'accord que le calendrier qui a été proposé puisse servir de base à l'organisation d'une élection quelconque. Justement, ce calendrier, on va en parler puisque finalement cette élection n'aura pas lieu parce que d'abord le président de la République n'a pas pris le décret de convocation du corps électoral dans le temps, ce qui est un constat de report automatique. Et puis, effectivement, le président de la CENI aux côtés de l'EIF ont tous constaté ce fait-là du rejet. Et c'est à la suite de ça que vous avez signé un document au nom de l'opposition politique récusant Salif Kébé, président de la CENI, et demandant son remplacement parce que vous lui retirez votre confiance. Déjà, on a des réactions qui disent qu'il n'y a pas de base légale à votre démarche, à votre récusation, et donc c'est un commissaire qui a un mandat. C'est une base politique. C'est une base politique. Écoutez, la décision d'organiser les élections en décembre est une décision qui a été prise par Alpha Condé. Par Alpha Condé. Voilà. Nous avons une CENI, qui est un organisme technique, mais qui est un organisme indépendant. Et pendant que nous manifestions dans la rue ici de 2011 à 2013, chaque fois qu'on disait que les élections n'étaient pas organisées, Alpha Condé nous répondait, c'est pas moi qui fixe la date, c'est la CENI. Cette fois-ci, c'est lui qui se lève et puis il dit, il faut que les élections soient organisées à telle date. Mais attendez, tout le monde savait qu'on ne pouvait pas organiser les élections le 28 décembre. Techniquement, c'est impossible. Juridiquement, c'est intenable. Et quand vous voyez l'état de notre pays aujourd'hui au point de vue des routes et tout ce qu'il y a, c'était même pas possible de finir le recensement à temps. Bien. La loi électorale, le code électoral guinéen spécifie que nous avons 90 jours pour faire la révision des fichiers. L'année dernière, dans le cadre du comité de suivi, nous nous sommes mis d'accord. L'opposition, parti au pouvoir, l'administration avec le ministre de l'administration du territoire, mais également les partenaires techniques, PNUD, ambassade des États-Unis, France, comment on va dire ça, Union européenne et tout ça, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons décidé d'auditer le fichier guinéen. Les conclusions de cet audit ont été mises à la disposition de chacun d'entre nous. Le rapport d'audit. Le rapport d'audit. Et ce rapport d'audit, nous nous sommes rencontrés et nous l'avons adopté. Ce rapport d'audit édicte un certain nombre de choses qu'il faut faire dans le cadre du code électoral guinéen. Je viens de vous dire que rien que la révision, c'est 90 jours. Donc 3 mois. Voilà, 3 mois. Vous vous levez, vous dites qu'il faut faire l'ensemble du processus en 3 mois. Bien sûr que ce n'était pas possible. Ce que nous reprochons à Québec, c'est le fait de savoir cela
et de ne pas être capable de l'expliquer à celui qui l'a envoyé pour dire hey, techniquement c'est pas possible, juridiquement c'est pas tenable, je sais pas, structurellement, admettez ce que vous voulez, il n'y a aucune possibilité. S'il ne peut pas le faire, ça veut dire que si demain on lui demande de proclamer des faux résultats, il va le faire aussi. Donc, et si c'était un stratagème, je ne sais pas si on dit ça, de la part de la CENI, Monsieur le Président, parce qu'en temps normal, si on dit qu'une institution indépendante, elle n'a pas, je veux dire, la même mise sur son budget. Or, le nerf de la chose électorale, c'est d'abord les moyens financiers. Alors, la CENI, quand elle est prête, il faut qu'elle quémande le budget. Il faut qu'elle se lamente. Je reviens tout à l'heure. Après la rencontre de Kindia, l'atelier de Kindia, ils ont dit qu'ils ont 255 jours, je crois, 35, et qu'il fallait lever les contraintes, des contraintes notamment financières. Malheureusement, le gouvernement ne s'est pas bougé entre-temps, et la CENI ne peut pas aller prendre le budget. Et le président a l'impression qu'il fait du chantage à la CENI en disant maintenant il y a les moyens. Vous n'avez pas l'impression, c'est un peu ça. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Nous revenons à ce que nous étions en train de dire dès le départ. Alpha veut nous ramener aux années 70. On a un budget de la République de Guinée. Les institutions ont leur budget. C'est inscrit dans le budget à votre chapitre, comment vais-je dire ça, votre dotation budgétaire. C'est inscrit. Le budget a été voté à l'Assemblée. Mais il ne libère pas à temps. Ce n'est pas le président qui libère le budget. Une fois qu'il est voté, c'est votre budget à vous. C'est vous qui le libérez. Ça n'a plus rien à voir avec lui. Pourtant, on ne leur donne pas. Non, mais ce que je veux dire. Donc, je dis, nous revenons à la même chose. On veut nous ramener dans les années 70. Parti unique, pensée unique, ainsi de suite. Sinon, c'est quoi cette histoire? Vous pensez que pour faire fonctionner l'administration d'un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est le président qui dit donnez l'argent à tel, donnez l'argent à tel, donnez l'argent, mais il n'a pas ce temps-là. Le budget a été fait pour ça. Bien. Et donc la CENI ayant donné ce chronogramme, sachant bien que ça ne marcherait pas, peut-être selon ce qu'on dit, il leur a permis tout de même d'avoir une partie du montant et de commencer le dérouler à travers les activités qui se sont déjà réalisées, qui constituent un acquis, même si ça devait continuer. Et l'autre chose maintenant, par rapport à votre confiance que vous lui retirez, mais pratiquement comment est-ce qu'il peut être changé? On pense qu'il a été élu et que le barreau ne peut plus l'enlever de la CENI. Nous avons posé un problème. Ça se passe à l'intérieur. Nous avons posé un problème politique par rapport à une situation qui est inacceptable. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est très bien. Si Kébé ne peut pas se mettre en face d'Alpha pour lui dire hey, ça ne peut pas se faire, il faut que l'OIF vienne ici pour cela. Le jour des résultats, quand on va lui donner des instructions pour proclamer les résultats, il va faire la même chose. Donc nous, politiquement, ça c'est intenable comme position. Et je vais dire, c'est là qui motive notre lettre. C'est une position politique, mais par rapport à des faits qui sont inacceptables. Tout simplement inacceptables. Alors, vous voulez qu'il soit coûte que coûte enlevé? Écoutez, nous avons posé un problème. Vous pouvez revenir là-dessus? On va venir, on parlera de tout cela. Mais il fallait marquer le coup et bien faire comprendre que quelqu'un ne peut pas être responsable d'une institution indépendante et ne même pas être capable de défendre des choses aussi élémentaires. Rien que le code électoral dit que la révision, c'est sur 3 mois. Toi, on te donne 3 mois pour faire les élections. Et cette révision-là en Guinée, elle n'a pas été faite depuis 4 ans. Donc on a eu le pain sur la planche. Bon, si vous ne pouvez pas expliquer ça, je ne sais pas à quoi vous servez. Mais l'idée en fait c'est de refuser, c'était de refuser qu'il y ait des élections législatives en 2020 parce qu'on avait d'autres idées. 2020 ça veut dire qu'il y a des élections législatives. Alpha va avoir, avant la présidentielle, il va avoir son référendum, à moins qu'il ne colle là-bas. Ensuite il y a la présidentielle en 2020. Il va y avoir beaucoup de choses en Guinée en 2020. D'accord. Donc on s'y prépare tous. Parce que ça, ce sont des choses de nature à déstabiliser un pays. Donc, déjà en termes d'acquis, si les activités qui se sont déjà déroulées avec les moyens qu'on leur a donnés suite à ce chronogramme de la discorde, bien sûr, est-ce que ça peut être déjà un acquis selon vous? Absolument pas. Pour mars 2020 au moins? Absolument pas. Ce qu'il y a comme acquis, nous n'y avons pas participé. Ah, les activités déjà réalisées, vous êtes dans les CARL, vous êtes dans les démembrements? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est les CARL, les démembrements, c'est une chose. Mais il y a eu toutes ces fiches qui ont été éditées, qui ont circulé partout et qui étaient à la disposition d'un seul parti politique pour aller en faire ce qu'il veut. Ou bien, maintenant, quand ils ont fini, ils les ont donné dans les quartiers. Quand vous allez, j'ai des images dans mon téléphone,
Vous allez chez le chef de quartier, vous avez une table au milieu de la cour, il y a des fiches empilées dessus. Quand tu viens, non, je te parle sérieusement de ce qui se passe, ce sont les faits. Je ne dis pas, je n'invente rien. L'option des fiches là pour identifier... Je ne sais pas à quoi servent ces fiches, dans la mesure où ce qui est prévu, ce que l'audit, ce sur quoi nous sommes entendus après l'audit du fichier, c'était que tout le monde devrait passer devant le kit, mettre ses empreintes. Si vos empreintes sont là-dedans, votre nom sort avec votre carte. Si ce n'est pas dedans, on vous enregistre. Ceux qui ne se présentent pas, comme nous le savons, ce sont des fictifs et il y en a pour plus d'1,5 million comme cela. Donc voilà, ces fiches-là ne servent à rien dans la mesure où on en a fait 6 400 000 pour un corps électoral réel en Guinée qui ne dépasse pas les 5 millions à peine. Donc, voilà la réalité de tout ça. Alors, le cas Innovatrix, à un moment vous avez alerté, et jusque-là, est-ce que vous avez l'œil dessus ou est-ce que vous pensez que finalement les choses se sont bien passées concernant cet opérateur? Innovatrix n'arrive même pas à formater les machines qu'on a envoyées. Parce qu'on ne leur a pas donné leur argent, il paraît. Il paraît qu'on leur a pas donné l'argent. Je ne rentre pas dans tous ces détails. Ce que moi je sais, j'ai des délais légaux à respecter. Si vous n'êtes pas capable de le faire, et c'est tout ça qu'on reproche à Québec, mais laissez la place à quelqu'un d'autre pour faire le travail. Les explications, tout ça. Quand vous savez que vous n'avez pas votre argent, quand vous savez qu'on a... Vous ne déclenchez pas une opération. Donc voilà, Innovatrix, ce que je vous ai dit, je le répète. Nous avons vérifié, ce sont nos avocats à Paris qui nous ont dit ça, c'est une société unipersonnelle, avec quelqu'un qui l'a créée, je crois en 2006 ou en 2008, à 5 000 € de capital. En fait, c'est une société écran qui permet à quelqu'un d'autre de travailler derrière. Les machines qui sont travaillées et qui sont arrivées, et n'ont pas été obligés de les formater, donc on est obligé de faire venir les Coréens qui vont peut-être arriver le 1er ou le 2 de ce mois. Vous pensez bien que les élections là, c'est pour quand? J'en sais rien. D'accord. Alors, on va suivre donc ça de près, et notamment cette question de processus électoral à côté de la crise politique et sociale aussi, bien sûr. On va parler de l'UFR pour terminer. Récemment, vous avez ensemble décidé, l'opposition, de retirer de suspendre vos participations aux activités de l'Assemblée. Mais concernant l'UFR spécifiquement, apparemment, il y a un peu de résistance au sujet de 2 députés. On parle de Dine Touré, mais on parle de Doumbouya aussi, de l'honorable Doumbouya. À partir d'avant-hier, on a vu sa photo sur la toile. Est-ce vrai ou faux? C'est probablement vrai, puisqu'ils ont mis leur photo sur la toile. Mais bon, il faut leur demander les raisons pour lesquelles. Je ne peux pas prendre les gens pour les obliger. Une chose est sûre, en Guinée aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Donc je ne rentre pas dans ces détails-là. Mon chargé de presse interviendra sur ces questions de détail et vous dira peut-être les vraies raisons. Toujours est-il que la majorité de nos députés ne sont pas dans l'Assemblée nationale. Donc l'essentiel, après tout, une fois que vous êtes élu, on ne peut malheureusement pas vous obliger le mandat, mais on s'en va aux élections. Donc, voilà. Oui, mais est-ce que c'est vrai que vous constatez que le député Dine Touré, peut-être Doumbouya, vont faire chemin cavalier seul désormais? Ça veut dire quoi, cavalier seul? Non, s'ils décident de ne pas suivre vos instructions, ce qui veut dire que peut-être qu'ils ne veulent plus être dans le parti. C'est leur droit de quitter le parti. Personne n'est obligé de rester dans un parti politique. Bien. Et puis, sujet économique pour terminer, oui. Récemment, vous avez vu les missions de la Banque mondiale, du FMI, et puis on a vu à la télé nationale comme quoi ces missions en fait reconnaissent une certaine performance à la Guinée ces derniers temps. Vous, de la lecture que vous faites et de ce que vous pouvez avoir comme information dans le milieu des finances en Guinée, est-ce que vous pensez que réellement il y a performance, que les indicateurs sont au vert? Ces chiffres ne sont pas vrais de toute façon. Et ça n'avance pas le pays. Je me rappelle quand j'étais Premier ministre ici, j'arrivais dans notre pays. Au moment de l'arrivée de ces missions, les cadres avaient tellement l'habitude de triturer les chiffres qu'une fois je leur ai dit, mais faites attention, à force de coller des performances à la Guinée, nous allons nous retrouver comme pays à revenu intermédiaire, et quand on se met dans cette position, on n'a plus accès aux prêts concessionnels. Donc vraiment, on se sera puni nous-mêmes parce que vos chiffres sont faux. La réalité, c'est quoi? L'économie, c'est vous et moi. Moi, je sais une chose depuis 9 ans. Ce régime ne nous a pas construit 100 km de route. Ils n'ont pas construit un hôpital. Ils n'ont pas construit une université. Il n'y a pas d'électricité dès que la saison de sèche va commencer. On ne ramasse même pas les ordures ici. Il n'y a pas un échangeur à Conakry pour faciliter la circulation. En 9 ans, vous venez de voir tout ce qu'on a eu pendant la saison des pluies.
Il n'y a pas de route pour aller à Kilia. Donc ces chiffres sont tout simplement faux. Mais, non, attendez, je finis cela. Mais donc, les missionnaires du FMI, quand ils parlent à la télé, ils aussi ils maquillent la situation. Non, parce qu'il y a une complicité. C'est pas une question de complicité. Vous travaillez sur les chiffres qu'on vous a donnés. Ah d'accord. Voilà, donc ils viennent trouver des chiffres. Ce sont vos chiffres. Hein, ce sont vos chiffres. Et puis dire qu'il y a un bien machin macroéconomique, oui, c'est facile. Hein. Vous avez quelques excédents à la Banque centrale, vous ne dépensez pas de l'argent, donc votre déficit budgétaire est réduit. Ça, oui, c'est bon. Bien. Mais c'est bon pour qui? C'est pas bon pour la population. On ne crée pas d'emplois. On ne performe pas dans l'agriculture. Il n'y a pas de nouvelles sociétés qui s'installent à part le secteur minier où aujourd'hui nous sommes vraiment à même de dire qu'il y a une grave collusion entre les fonctionnaires de l'État, hauts cadres et autres, et les revenus miniers que nous avons dans notre pays. C'est-à-dire de la corruption à outrance qu'il y a dans la région de Bouquet et autres. L'argent qui rentre n'est pas perçu par l'État. Donc toutes ces choses-là font que la Guinée dégringole. C'est ça la réalité. Mais je n'ai pas besoin de vous dire ça. Si vous avez 1 million de personnes hier dans les rues, c'était parce que les gens sont convaincus que leur niveau de vie ne s'est pas amélioré depuis la mise en place de ce régime. Ce sont des faits réels. Ce que je suis en train de vous dire. Forcaria, on a une route qui doit aller de Forcaria et Koya à Pamela, 60 km. Ça fait 3 ans que la Banque africaine de développement a donné l'argent. Non seulement ce n'est pas fait, mais la Banque mondiale et la Banque africaine de développement est en train de retirer son argent. Vous dites, si vous n'en avez pas besoin, on va le donner ailleurs. C'est ça la performance. Donc les performances à nous affichées ne sont pas du tout réelles et ne concordent pas avec la réalité. Pour terminer, Alpha Condé, s'il n'est pas déjà sur le chemin du retour, il doit y être en Russie pour le sommet de Sochi. Alors, quand il était président de l'Union africaine, il disait en exercice, il disait que l'Afrique doit parler d'une seule voix. Finir avec le tas des chefs d'État africains qui partent se mettre en face d'un seul chef d'État, brésilien pour le sommet Brésil-Afrique, France-Afrique ou je ne sais pas encore Japon. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont passés à côté? Parce que là, c'est un nouveau sommet avec la Russie. Et il y a au moins 43 chefs d'État qui sont... Est-ce que ce message de la fin n'est pas passé? L'Afrique, ces messages ne servent à rien. C'est ta consommation intérieure, c'est pour vous. Personne ne prend ça au sérieux à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, j'ai connu un chef d'État africain qui disait que quand vous ne performez pas dans votre pays, vous n'avez pas les routes qu'il faut, l'agriculture qui se développe, des gens dont le niveau de vie augmente, vous ne pouvez pas être considéré comme un bon président. Quel que soit votre niveau et votre voix ne porte pas. Les gens vous respectent, ils vous reçoivent, ils vous traitent par rapport à ce que vous faites chez vous. Ce n'est pas parce que vous êtes président que tout d'un coup vous avez de la considération. Quand Kagame arrive quelque part, on lui ouvre la porte parce que c'est un petit pays, 30 000 km². Mais ce qu'il fait au point de vue des résultats macroéconomiques, les réformes qui ont été mises en place, le fait que quand tu arrives au Rwanda, tu sens que c'est un pays qui est en train d'aller vers vraiment l'émergence, on le traite comme ça. Quand vous venez en Guinée, vous voyez ce que nous sommes. Quand vous rencontrez notre président, la première chose qui percute dans votre tête, c'est de dire, ah, c'est le président de la Guinée, j'ai été là-bas, voilà ce que c'est. C'est ça. Voilà. Mais le schéma, vous en dites quoi, ce genre de sommet? La Russie aussi qui rentre dans la danse des sommets? Chacun essaye de tirer parti. La Russie travaille pour la Russie, nous travaillons pour nous normalement. C'est une possibilité. Nous faisons ces sommets-là avec l'Europe, on les fait avec les États-Unis, pas avec le Brésil encore, mais en tout cas avec la Chine, avec l'Inde, ainsi de suite. Donc, les gens donnent l'argent, ce que vous en faites, c'est à vous de savoir. Dans le cas de la Russie, pour le moment, il ne s'agit pas de beaucoup d'argent. 7 milliards $? Oui, non, 2018, je crois, d'investissement. Pas en tout. 20 milliards, c'est pas beaucoup d'argent, mais bon, c'est quand même la Russie. Donc la Russie, ça représente quelque chose. Tout n'est pas qu'argent. Il y a des problèmes de stabilité, formation des militaires, de sécurité, ainsi de suite. Ils peuvent aider en cela, c'est tant mieux. Donc, voilà. Bien. Dernier mot, Monsieur le Président, concernant tout ce qu'on a dit, peut-être en ramasser la crise politique, la question de constitution, l'attitude même du président vis-à-vis de la crise et le message aux citoyens. C'est dire simplement que nous sommes dans une situation extrêmement difficile dans notre pays. Notre vie est devenue de plus en plus difficile. Les revenus de nos compatriotes se sont affaissés. La pauvreté s'est installée partout. Aucune infrastructure de base réellement
n'a été mise en place, des écoles, des classes supplémentaires, des universités, des hôpitaux, des routes pour aller à Kankan, Zérékoré, ailleurs. Je disais qu'en 9 ans, nous n'avons pas fait 100 à 150 km de routes bitumées que tu peux aller me montrer. Parce qu'on vous dit on a dépensé 2 milliards. Le problème c'est où sont les routes? On a dépensé 3 milliards de dollars dans le problème de l'électricité. La deuxième, la troisième, la quatrième ville de Guinée, Zérékoré, Kankan et tout ça, il n'y a pas de courant jusqu'aujourd'hui. Comment on peut imaginer la vie d'un pays en 2019 au 21e siècle sans électricité? Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui est lié à l'énergie. On en parle, oui, on est en train de faire les barrages, mais dis donc, il faut 10 ans pour faire ça. On peut avoir du courant partout sans avoir à faire des travaux de ce genre. Et vous prenez le temps de les faire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on ne peut pas faire dépendre la vie d'un pays à des projets qui ne finissent pas. Donc la réalité, c'est que nous sommes dans une situation absolument médiocre. L'idée de dire, nous allons pérenniser cela, cela va continuer. Pendant ce temps, la personne même dont on parle acquiert en plus de l'âge pendant ce temps. Moi je dis, c'est sacrifier la totalité de notre pays. Voilà pourquoi hier, même les vieilles personnes se sont retrouvées dans la rue pour dire non. J'ai vu des gens hier dans la rue, je n'aurais jamais pu penser que des vieilles à Matam, à Kondebouni et autres, pouvaient sortir à Dixine et autres pour manifester simplement parce qu'elles sont concernées immédiatement. La gouvernance de ce pays impacte sur les Guinéens et ça les rend de plus en plus misérables. Il ne faut pas se cacher la vérité, c'est ça la réalité. Donc, dire qu'il faut garder cela, pérenniser cela, c'est inacceptable. La lutte que nous devons mener, c'est pour ne jamais accepter qu'il y ait un troisième mandat ici. Ne jamais accepter qu'il y ait un troisième mandat. Et puis, peut-être question de curiosité, les mouvanciers le disent ces derniers temps, peut-être même Alpha Condé aussi, que ce que vous craignez beaucoup dans cette affaire de changement de constitution, ce n'est pas lui qui ait un mandat de plus parce qu'il n'en veut pas, mais c'est parce qu'il veut verrouiller la question d'âge pour ne pas que vous et Selou soyez potentiellement candidats. Est-ce que c'est ce que vous craignez? Là encore, voilà, nous sommes encore vraiment à côté de la plaque. La constitution, c'est un document qui est fait pour tout le pays. Ce n'est pas des actes de vengeance personnelle. On ne fait pas une constitution contre quelqu'un. La constitution, c'est l'acte suprême de la République de Guinée sur la vie de la nation et qui nous donne des ordres. C'est là où tu te rends compte que nous nous trompons complètement de gens. Et vous ne craignez pas du tout ça? Craignez ou pas craignez, la question c'est que la constitution n'est pas faite pour ça. Bien. La constitution, elle n'est pas faite pour dire qui va être candidat, qui ne va pas être candidat. Et puis je vais dire, si vous donnez la possibilité à Alpha de faire une constitution, ça veut dire qu'il va avoir un troisième mandat, c'est obligatoire. Quel que soit ce qu'il mettra dedans, cela finira par ceci. Donc laissez tomber cette affaire, ça ne sert à rien, c'est dommage. Voilà, merci Monsieur le Président. C'est dommage pour nous, merci très bientôt. beaucoup. Voilà, merci. Voilà, à vous merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Merci.